et bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter des travaux qui ont été faits au CATI avec quelques collègues sur la thématique du traitement du langage et plus particulièrement sur la thématique du zero few-shot learning, c'est-à-dire l'apprentissage lorsque l'on n'a pas d'exemple ou uniquement un nombre limité d'exemples labellisés. Donc, pour introduire, le NLU, c'est un sous-domaine du NLP. Donc, NLU, c'est Natural Language Understanding en anglais. Donc, c'est un domaine du NLP, ou du TAL, si vous préférez la version française, traitement automatique du langage, qui est dédié à la compréhension des textes. Donc là, la distinction entre NLU et NLP est assez floue en général, mais disons que ça recouvre des thématiques comme la classification de sentiments, la classification de textes, des problématiques de question answering, c'est-à-dire identifier par exemple dans un texte, étant donné un texte et une question, quel est le passage dans le texte qui répond à la question posée, ou des problématiques de génération de texte, avec lesquelles je pense que vous êtes tous familiers. Donc dans ce talk-là, nous nous intéresserons principalement aux méthodes d'apprentissage automatique. Donc on ne traitera pas de méthodes classiques de NLU, principalement de l'apprentissage automatique. Et le monde du NLP et du NLU a bien changé depuis les années 2018, où avec l'introduction en fait des premiers modèles de langue préentraînés, donc on va abréger PLM, donc Pre-trained Language Model. Et c'était des architectures en fait qui sont apparues à cette époque-là, qui reposent majoritairement sur l'utilisation de transformers, donc c'est un type de réseaux neuronaux. Et c'était des modèles qui ont été entraînés pour la première fois sur des ensembles énormes de corpus de textes non labellisés. C'est-à-dire qu'on prenait on scrapait en gros du texte sur Internet et on utilisait ce texte-là pour construire un signal supervisé à partir de données non labellisées pour pouvoir entraîner ces modèles. Donc forcément, on pouvait scaler énormément le mécanisme d'apprentissage, puisqu'il suffisait de récupérer du texte sur Internet en quantité phénoménale et d'entraîner ces modèles-là. Et on s'est rendu compte en fait que ces modèles-là étaient extrêmement performants à attaquer divers types de tâches. Et ces modèles-là ne sont pas faits pour être applicables à une tâche directement. Donc généralement, on a un processus d'apprentissage en plus, c'est-à-dire qu'on va essayer d'adapter notre modèle préentraîné, notre modèle de langue, à une tâche donnée. Et donc, en règle générale, à l'époque, ça se faisait par fine-tuner notre modèle sur un nouveau jeu de données. Par exemple, si on voulait faire de la classification de texte, on avait notre jeu de données de classification de texte, on prenait notre modèle préentraîné et on allait le fine-tune sur notre dataset. Ça nous permettait d'avoir un modèle performant pour la problématique donnée. Et ça nous a permis, au lieu de drastiquement réduire en fait, la quantité de données qui était nécessaire pour l'entraînement sur une tâche spécifique. Mais là, en fait, on a toujours cette difficulté-là, que les données labellisées ont un coût relativement important, et que ce coût en fait, fait que dans pas mal de problèmes, notamment les problèmes industriels, on n'a pas forcément accès à des données labellisées en qualité et en quantité suffisante. Et du coup, la question que je vais essayer d'aborder dans ce talk-là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a très peu de données ou aucune donnée pour résoudre un problème. Donc, dans notre cas, on distingue deux sujets. Le zero-shot learning qui consiste à apprendre sans données labellisées du tout, et le few-shot learning qui consiste à uniquement avoir quelques exemples de données labellisées pour le problème que l'on considère, que l'on cherche à résoudre. Et principalement, dans ce talk-là, on va s'intéresser au cas du français, parce que beaucoup de travaux ont été faits en anglais, mais il y a eu peu de travaux dédiés au cas du français. Donc les modèles de langage préentraîné, alors ça a une vieille histoire, et il y a énormément de types d'architectures possibles. On a les premiers modèles qui sont apparus sont des variations de BERT. Alors BERT, ça signifie Bidirectional Encoder for Representation with Transformers. C'est des modèles qui sont apparus en 2018 et qui ont été développés et qui ont eu des variations, donc Roberta, Albert, etc. Et on a aussi un autre type de modèles qui sont généralement les modèles génératifs. Donc dans cette famille-là, on a GPT qui signifie Generative Pre-trained Transformers.
ou d'autres modèles comme BART ou DT5 qui sont plus récents. Donc on a tout un ensemble, toute une famille, différentes familles de modèles préentraînés. Et généralement, la majorité de ces modèles-là ont été développés à la base pour de l'anglais, mais on a quelques travaux qui ont été faits en français, donc d'adaptation de ces modèles préentraînés pour du français. Donc, par exemple, pour les variations de BERT, on a Flaubert qui est apparu en 2019, et à peu près simultanément, on a eu Camembert, dont on parlera beaucoup dans cet exposé-là. Et pareil, pour d'autres types de modèles comme BART, on a eu Barthez, qui est apparu en 2020. Et récemment, on a aussi eu des modèles multilingues. Alors ça, c'est depuis un an et à peu près, on a l'apparition de modèles multilingues qui permettent de traiter plusieurs langues en même temps. Donc on va aussi les étudier. Un exemple de ça, c'est MT5 par exemple, qui est apparu en 2021. Donc l'idée ici, c'est essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec peu de données. Alors pour ça, on va prendre certaines tâches. J'en ai sélectionné 3 qui sont extrêmement classiques. L'idée, c'est pas d'essayer d'appliquer ça sur des tâches exotiques, mais plutôt de prendre des choses pour lesquelles on a une littérature, on a des résultats. Et on va se concentrer sur 3 problèmes. Le premier problème, ça va être l'analyse de sentiments. Le deuxième problème, ça va être les problématiques de NER, donc Named Entity Recognition, reconnaître le nom d'une personne, reconnaître un lieu, etc. Et enfin, de la problématique de génération de texte. Donc, on va attaquer le premier jeu de données. Donc, le premier jeu de données, c'est de l'analyse de sentiments. Donc, pour ça, on va utiliser un jeu de données qui est issu de FLU. Donc, FLU, c'est French Language Understanding Evaluation. Donc, c'est un ensemble de jeux de données pour évaluer des modèles sur du français qui a été introduit en 2019. Et plus particulièrement, on va s'intéresser à la version CLS, donc Classification, qui consiste en 12 000 avis labellisés, donc 6 000 pour l'entraînement et 6 000 pour le test, avec 2 classes, un avis positif et un avis négatif. Donc c'est un problème extrêmement classique en NLP qui a été déjà traité et résolu depuis bien longtemps, mais on va l'aborder sous l'approche en fait d'avoir peu de données. Et on va commencer à s'intéresser, à regarder quelles sont les performances si on essaye de fine-tune nos modèles de langage préentraînés en français, donc Flaubert et Camembert, sur ce jeu de données-là. Et vous pouvez voir là sur le tableau où il y avait en colonne les différents types de modèles. Et pour chacun des modèles, il existe des variations en fonction de la taille. Donc, par exemple, la première colonne, vous avez Flaubert, qui consiste à un modèle de 137 millions de paramètres. Alors, vous voyez déjà, la première remarque, c'est que les modèles en français sont généralement beaucoup plus petits que ce qui existe en anglais. Si vous voulez, ChatGPT, c'est 175 milliards de paramètres. Donc, on est bien loin d'avoir autant de paramètres dans des modèles français. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce tableau-là? En fait, c'est première constatation, tous les modèles ne se valent pas. En fait, certains modèles ils ont des caractéristiques différentes quand on les fine-tune. Alors, si on utilise suffisamment de données, on voit que la plupart, les 2 modèles Flaubert et Camembert, quelle que soit leur taille, fonctionnent relativement bien. Donc, ça, c'est des performances qui sont comparables à ce qu'on trouve dans l'état de l'art, dans le papier originel de Camembert. Et on a des performances, ça c'est une accuracy, alors j'ai pas donné les métriques, mais généralement c'est soit l'accuracy, soit le F1. Mais l'idée c'est de s'intéresser vraiment à des performances relatives, donc on peut s'abstraire de ça. Et on voit que si on fine-tune sur la totalité du dataset, alors on obtient des résultats, des performances relativement bonnes, mais que ces performances se dégradent lorsque l'on considère des jeux de données qui sont de plus en plus petits. Donc là, par exemple, on a les performances avec un sampling de 1000 éléments dans le dataset, 100, 10 et moins de 10. Et ce qu'on voit, c'est que quand on chute en dessous de 100, on obtient des performances qui se dégradent considérablement. Donc, pour la méthodologie, quand on a des petits jeux de données, on est obligé de sampler plusieurs fois et de prendre la moyenne de l'accuracy de ces jeux de données-là. Mais voilà, donc on a un processus de fine-tuning qui n'est pas adapté en fait à avoir des jeux de données qui sont petits. Et du coup, ça amène la première méthode pour pouvoir essayer de faire du zero-shot learning. C'est la technique du prompting.
Alors, pour aborder la technique du prompting, il faut un peu se revenir à comment sont entraînés les modèles de langage, nos PLM. Et en gros, l'idée, c'est d'essayer de masquer des mots et d'essayer de les retrouver étant donné le contexte de la phrase. Donc on va prendre une phrase, on va masquer un mot, et on va essayer de le reprédire. Le modèle va essayer de le reprédire. Et il est entraîné à essayer de matcher la prédiction avec la phrase originale. Et on va utiliser en fait ce mécanisme-là pour construire une méthode de zero-shot learning. Alors ça peut marcher pour du few-shot aussi, mais on n'en parlera pas. Le principe, c'est de construire intelligemment une requête contenant un mot masqué et d'essayer de faire prédire ce mot masqué-là à notre modèle. Et ensuite, on va pouvoir convertir cette prédiction-là en un label. Et du coup, là, il y a un exemple. Donc, par exemple, on a ce film est une catastrophe. On va le transformer, ce texte-là, en ce film est une catastrophe, cet avis est, et on va masquer un des mots, et on va demander au modèle de langue de prédire quel est le mot suivant. Alors, il va nous sortir une distribution de probabilité, et à partir de cette distribution de probabilité sur les mots, on va pouvoir assigner un label. Par exemple, s'il répond horrible, on va pouvoir lui assigner le label 0, et s'il répond très bon, on va pouvoir lui assigner le label 1. Et donc tout de suite, on peut commencer à jouer avec les différents modèles. Et donc voilà, par exemple, quelques exemples de performance en fonction de différents prompts. Alors ce sont des prompts qui sont fixes, et de différents modèles. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que tous les modèles ne fonctionnent pas aussi bien avec du prompting. Des modèles comme du Flaubert fonctionnent relativement mal, ont des performances qui sont relativement mauvaises sur ce problème-là, étant donné à peu près tous les prompts, alors que des modèles comme Camembert arrivent en zéro shot à avoir des performances qui soient tout à fait correctes, aux alentours de 90% d'accuracy. On voit quand même que ce sont les modèles les plus gros qui performent le mieux. Donc il y a quand même un effet de la taille sur les performances des modèles. Et Barthez qui est complètement dans les choux, un peu comme le petit Flaubert. Donc ça c'est, et automatiquement quand on a ça, on se dit mais ok, et là il faut écrire le prompt à la main. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver le prompt de manière automatique? Et oui, il y a beaucoup de techniques pour ça. L'idée, c'est automatiquement d'essayer de déterminer quel est le prompt optimal pour un problème donné. Donc ça suppose qu'on a quelques données d'entraînement, quelques exemples. Mais peut-être que ce genre de technique-là est plus adapté lorsqu'on a peu de données que d'essayer de fine-tune le modèle directement. Et donc il y a toute une famille de modèles, donc soit on essaye de construire un prompt discret, c'est-à-dire vraiment un élément textuel, soit on travaille de manière continue, parce que c'est plus naturel pour un modèle, on va essayer de lui faire apprendre juste un vecteur que l'on va lui ajouter à l'entrée du modèle. Et là j'ai choisi une seule technique, qui est du p-tuning V2, qui consiste à un prompt continu, donc on essaye d'apprendre un vecteur en entrée. Et voilà les performances que l'on peut obtenir pour 100 et 10 éléments dans notre jeu de données. Enfin, performance moyenne pour plein de sampling de datasets. Et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est-à-dire qu'avec 100 éléments dans le jeu de données, on retrouve exactement les performances que l'on obtenait pour du fine-tuning. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire qu'on arrive à avoir des performances équivalentes au fine-tuning avec cette méthode-là, mais qu'est-ce qu'on va gagner de plus? C'est-à-dire ici, avec 10 éléments dans nos jeux de données, on a des performances qui sont bien meilleures et aussi beaucoup plus stables, dans le sens où on a peu de variance sur les résultats, et on arrive à avoir des performances qui soient correctes, même avec 10 exemples labellisés sur notre problème. Et pareil, on remarque que plus les modèles sont gros, plus ils ont tendance à mieux performer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera un peu partout. Plus la taille des modèles est importante, plus ils ont tendance à marcher mieux dans un contexte de bas régime de données. Ok, une autre manière d'aborder le problème, et qui est extrêmement utile en ce moment, c'est de considérer n'importe quel problème de NLP comme un problème de génération de texte. Alors, ça,
on pourrait dire, OK, maintenant on va lui poser une question, et le but du modèle, ça va être de répondre à la question, et ensuite on va pouvoir mapper la réponse à la question vers nos labels, et pouvoir obtenir une prédiction. Mais le problème, c'est que les modèles génératifs, alors c'est pas du chat GPT, hein, les problèmes génératifs ont tendance à être extrêmement variables dans leurs réponses. Et là, j'ai testé avec un Barthez. Si je lui pose est-ce que cet avis est bon ou mauvais, bah, il peut me répondre des choses comme, avec une syntaxe bancale, il ne l'est pas vraiment aimé. Ou alors il peut raconter sa vie, ou alors il peut raconter absolument n'importe quoi qui n'a rien à voir avec la question. Donc on a beaucoup de variance qui rend absolument infaisable le fait d'utiliser des modèles génératifs actuellement disponibles. Alors peut-être qu'avec ChatGPT ça marche mieux, ça c'est possible. Mais actuellement, sur des modèles qui sont disponibles publiquement, c'est difficile d'utiliser de la génération telle qu'elle. Et pour ça, on va essayer de parler de T0. Alors T0, c'est un modèle qui est entraîné justement sur un ensemble de tâches. Et on va lui donner plein de tâches, et on va lui poser des questions, et on va l'entraîner à répondre à cette question-là spécifiquement. Donc on va avoir plein de tâches possibles, donc on peut avoir des tâches de sentiments, d'analyse de sentiments, de question answering, de construire un abstract à partir d'un texte, etc. Et l'idée, c'est que si on construit plein de tâches possibles, on va avoir une meilleure généralisation sur des tâches qu'il n'aura jamais vues. Et donc on va tester ça tout de suite en français parce qu'il existe un modèle multilingue de T0 qui s'appelle MT0. Et on va voir quelles sont les performances sur l'analyse de sentiments. Alors le MT0 doit être prompté en anglais, c'est pour ça que les prompts que vous voyez sur la colonne sont en anglais. Il a besoin d'avoir un prompt en anglais, pas en français. Mais ce qu'on peut constater, c'est que les performances du MT0 sur de l'analyse de sentiments, alors il n'a jamais vu ce dataset-là, il n'a jamais été entraîné sur ce dataset-là, et il a des performances tout à fait raisonnables et en zero-shot learning qui sont comparables en fait au fine-tuning sur un ensemble sur une base de données complète de 6000 exemples labellisés. Donc l'idée marche pas bien. Alors le T0, c'est une idée c'est de Big Science, donc une collaboration avec Hugging Face, c'est des modèles qui sont librement disponibles. Et qui inclut le français, mais aussi un certain ensemble de langues, l'allemand, etc. Et l'anglais, évidemment. Donc, maintenant, je vais essayer de vous parler des deux autres tâches que l'on a traitées, enfin que j'ai choisies ici. La deuxième, c'est d'essayer, est-ce qu'on peut appliquer ces méthodes-là à des problèmes un peu plus complexes, comme de la reconnaissance d'entités nommées. Et pour ça, on va utiliser un jeu de données, pareil, qui est classique, issu de la littérature, qui est Wikinaire.fr, avec 4 classes, personnes, organisations, lieux et divers. Et c'est un jeu de données qui est composé de 120 000 données d'entraînement et 6 000 données de test. Et on va, pareil, faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire on va essayer de fine-tuner notre camembert sur ce jeu de données-là. Donc là, si on prend la totalité du jeu de données de 120 000 exemples, les performances sont extrêmement bonnes. On arrive à 95% d'accuracy. Et pareil, comme l'autre, on voit que les modèles se comportent différemment lorsqu'on diminue la taille du jeu de données et que les performances se dégradent considérablement quand on arrive sur un contexte de few-shot learning ou même de zero-shot learning. On voit que quand il y a des petits tirés, ça veut dire que j'ai même pas mis les résultats tellement ils étaient mauvais. On voit que le modèle ne converge pas. On a des problèmes de convergence ou alors il surapprend la totalité du dataset, etc. Donc ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? En fait, quelles idées on pourrait utiliser pour pouvoir attaquer ce problème du point de vue du zero shot ou du few shot learning? Ben, on peut reprendre notre MT0 et essayer de lui demander pour chacun des mots quels sont est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un lieu? Et utiliser ça comme prompt pour chacun des mots de la phrase. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on a des performances qui sont pas exceptionnelles, en tout cas.
Mais on arrive à quand même détecter des entités nommées. Donc on a des performances qui, pour du zero-shot learning, sont tout à fait acceptables. Mais ça ne marche pas bien, et en plus ça demande beaucoup de calcul à cause du fait qu'on ait besoin de prompter pour chaque entité et pour chaque mot de chaque phrase. Et donc, je voulais juste introduire, en fait, enfin, c'est une autre idée pour attaquer ce problème-là sous l'angle du few-shot learning, c'est d'utiliser un modèle de question answering. C'est-à-dire un modèle qui, étant donné un texte et étant donné une question, nous permet d'identifier dans le texte quels sont les éléments qui répondent à la question. Et pour ça, on a développé un modèle qu'on a appelé QA-Mambert, qui est un modèle de question answering en français, dont les performances sont tout à fait correctes, et en plus qui a une caractéristique, c'est qu'il permet aussi de détecter, contrairement au modèle qui existait jusqu'à présent en français, détecter si la réponse n'est pas dans la question. Et c'est un modèle qu'on met librement à disposition sur Hugging Face. Donc vous avez le lien ici pour aller utiliser le modèle. C'est une variation de Camembert, hein. Ça a été fine-tune sur Camembert. Et on va pouvoir utiliser ça pour pouvoir essayer de résoudre notre problème de nerfs. Et ce qu'on va pouvoir voir, c'est qu'on a des performances qui sont compétitives avec des modèles à plus de 1,2 milliard de paramètres, tout en ayant 110 millions de paramètres. Et on se paye même le luxe d'avoir des performances qui sont un peu mieux. Alors, c'est pas foudroyant, mais c'est quand même un peu mieux. Et peut-être qu'on pourra améliorer ces techniques-là pour arriver à fermer le gap entre le fine-tuning et le zero-shot learning. Donc, je pense que je vais sauter la partie génération de titres. Mais on a aussi développé un modèle équivalent au MT0, mais spécifiquement dédié aux Français. Donc le MT0, c'était quand on avait un ensemble de tâches. Ici, on va avoir un modèle qui est entraîné à la manière de T0, mais sur des tâches en français. Donc on va pouvoir appliquer nos méthodes à des datasets français, qui est relativement petit en termes de paramètres, 150 millions, et alors c'est un travail qui est en développement, donc je ne vous conseille pas d'utiliser le modèle tout de suite sur le lien, mais qu'on mettra à disposition sur le lien suivant, et qui permettra d'attaquer des problèmes en français sur du zéro ou du few-shot learning directement. Et ce qu'on montre ici, c'est que ça a des performances équivalentes à des modèles en fait, qui sont beaucoup plus gros, des modèles multilingues qui sont beaucoup plus gros. Donc, il existe pas mal de méthodes pour le zero few-shot learning qui commencent à montrer des performances intéressantes, mais on a quand même un gap entre ce qui se fait en anglais et ce qui se fait en français, c'est-à-dire que le gap entre les performances des modèles zero-shot en anglais et du fine-tune en anglais est beaucoup plus faible que celui qui existe en français jusqu'à présent. Et donc c'est pour ça qu'on essaye de pousser le développement de modèles français adaptés pour pouvoir attaquer des problèmes de NLP en français en zero-shot ou few-shot learning. Donc on continue à travailler sur ces thématiques-là. Et le code utilisé pour la présentation est aussi librement accessible pour pouvoir reproduire les expérimentations numériques. Ça a été fait dans le cadre de la plateforme Vanilla, qui est une plateforme d'intelligence artificielle Ducati. Et donc vous pouvez avoir plus d'informations sur ça. Donc Vanilla, c'est des serveurs de calcul et aussi des ressources pour pouvoir aider les entreprises autour des problématiques d'intelligence artificielle. Donc vous pouvez avoir plus d'informations là. Et le code source est disponible sur ce lien GitHub. Et je vous remercie. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On a un peu de temps pour des questions. Bonjour, merci pour la présentation. Il y a des gens qui essayent de dériver les techniques issues du NLP pour faire de la prévision sur d'autres types de séries, notamment les séries temporelles. Et en prévision de séries temporelles, on a des problématiques qui s'intéressent à prédire ce qu'on appelle des cold starts, c'est-à-dire des séries pour lesquelles on n'a pas d'historique. Est-ce que avec des techniques de few shot ou zero shot un peu comme ça, vous pensez qu'il y a des choses qui peuvent aussi dériver? Alors, je suppose qu'ils convertissent les problèmes de séries temporelles en des problèmes de génération de texte, par exemple, ou pour suivre les séquences. Alors, je ne suis pas familier énormément avec ça. La difficulté, en fait, ça serait de savoir quelle est la structure des séries et est-ce que ces séries-là ont été...
est-ce que les modèles de NLP utilisés par exemple en français ont une chance en fait d'essayer de poursuivre ces séries-là? C'est pas clair. Mais oui, l'idée, ça serait plus qu'on n'ait pas beaucoup d'historique, mais qu'on ait peu de points de données, en fait. Mais sans historique de données, je ne sais pas sur quoi il va se baser pour faire la prédiction. Donc, mais pourquoi pas? Mais c'est très, très, très spécifique, je pense. Il faudrait faire des tests. Merci pour la présentation. J'avais une question, j'étais un peu curieux de savoir sur la partie fine-tuning, c'était quoi le protocole de fine-tuning, notamment en termes de frise de layer? Est-ce qu'on est en frise complet? Est-ce qu'on est en... Non, on n'est pas du tout en frise complet, au contraire, on essaye d'avoir tous les paramètres à fine-tuner. Donc relativement imposant, c'est pour ça que ça a tendance à vouloir surapprendre. On a des résultats similaires si on essaye juste de friser, qu'on défrise juste les dernières couches. Pour le protocole, alors je ne sais pas si ce sur quoi spécifiquement vous voulez... Non mais c'était principalement ça. Hein. C'était principalement... Savoir, donc, on a essayé, là les performances sont indiquées avec tout défrisé, mais on a aussi testé avec, en frisant juste les premiers layers et en laissant les derniers layers à entraîner. D'accord, merci. Autre question? Ok, donc je vais demander à Axel Palot de se rapprocher et pendant ce temps je pose une question pendant que Axel... En fait, ce qui est surprenant dans ton exposé, c'est que tu prends deux modèles donc pré-entraînés, en l'occurrence du français Flaubert et Camembert, et que sur une tâche comme le masking, tu vois qu'elles ont de base des performances très différentes. Donc c'est pour dire que c'est pas un modèle pré-entraîné de base, mais qu'il y a vraiment des variantes. Alors ces différences sont dues à quoi? Et est-ce qu'il y a la petite étiquette qui vient avec quand on prend un modèle, de dire ce modèle-là, il est bon pour ça, il n'est pas bon pour ça ou Alors, c'est une très bonne remarque. Et effectivement, tous les modèles ne se valent pas, comme je disais. Et ça, je pense que ça vient principalement du fait que des corpus sur lesquels les modèles ont été entraînés, il faut savoir que Camembert a été entraîné sur les données scrappées, alors que Flaubert a été entraîné sur d'autres types de données. Et que du coup, ce type de données impacte sur les performances de ces modèles-là. Mais il n'y a pas forcément de mapping entre les problèmes, évidemment, et les modèles. Ok. Merci en tout cas, travail très intéressant. Je pense qu'on peut remercier Boris encore une fois.